Salut à tous, je repars en campagne avec vous et dans cette vidéo, je vous présente les trois scénarios qu'on a déjà fait et je vous donne mes impressions sur ces trois premiers scénarios et les implications que ça a eu dans le carnet de campagne. Alors, j'ai tout horodaté et le premier scénario, un poignard dans le noir, voilà. Je l'ai coupé en deux parce que je vous y présente une situation tactique, mais elle est un peu confuse, donc je comprendrais que vous alliez directement à la partie, les implications de la victoire sur ce scénario sur la campagne. Et puis je vous mets les deux autres suites, les deux autres campagnes, les deux autres scénarios de la campagne à suivre. Donc le deuxième, c'est un poignard dans le noir. Et là, je m'appuie aussi sur, pour faire cette vidéo et pour en discuter quand on sera sur la table, sur Vision of the Palantir, qui est un deck, qui est un site en anglais qui est très bien et qui donne tout plein de conseils plutôt tactiques sur les scénarios. Donc je m'y appuie et notamment dans cette deuxième partie, je vous parle des trois façons de gérer Bill Fougeron en m'appuyant sur mon expérience et sur ce site. Partie très intéressante. On part ensuite sur Fuite vers le guet. Il est où Fuite vers le guet? Il est là. Fuite vers le guet. J'aime bien ce scénario parce que je trouve qu'on est vraiment dans l'ambiance et c'est sympathique. Donc je vous laisse le regarder avec moi. Et j'ai déjà fait une première partie de L'anneau prend le chemin du sud. Mais il y a un truc qui m'a un peu paru bizarre et Vision of the Palantir m'a conforté dans le fait que ça soit bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais quand vous regardez la carte campagne, ils vous disent que vous mettez ces quatre cartes dans votre carnet de campagne et que vous en choisissez une par joueur. C'est-à-dire qu'à quatre, vous avez les quatre qui partent dans la main de chacun d'un joueur. Mais à trois, il n'y en a qu'une qui part. Celle-là, par exemple. Et c'est marqué ici, c'est marqué que les cartes vont dans le deck du premier joueur. Mais c'est tout à fait débile, quoi. Je vais pas mettre ces trois cartes. Je me suis embêté à construire un deck. C'est pas pour le mettre avec ces trois cartes, surtout qu'elles sont associées à des traits. On peut les attacher que à des personnes qui ont des traits. Donc, attacher cette carte à un héros noble, vous n'avez pas de héros noble, c'est une carte morte. Donc, je pense, dites-moi ce que vous en pensez, vous, je pense qu'il y a une erreur là et qu'il ne faut pas mettre les cartes restantes dans le deck du premier joueur, mais dans la réserve de campagne. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne mettrai pas ça dans mon deck joueur histoire de le pourrir. Voilà, donc Vision of the Palantir, c'est ce qu'ils ont l'air de dire aussi. Les trois autres, vous pouvez les prendre n'importe quand dans votre deck, mettre une carte dans votre dans votre main de départ, pardon, au premier tour, et les trois autres, vous les laissez euh, dans la réserve de campagne. Voilà, je vous laisse avec les trois vidéos et puis on se revoit plus tard pour discuter pour la partie filmée avec le deck Full Hobbit et j'essaie de construire un deck avec Gandalf notamment qui est l'autre héros de cette première boîte loupée, première boîte ici. Et ce qu'on peut faire une partie avec le même scénario pour voir les différences entre les deux decks. Ça peut être sympa. En tout cas, moi, j'ai envie de le faire. Allez, à plus. On commence par la partie 1. Ce que je voulais, j'étais à l'étape 2. J'avais mis le cavalier noir dû à l'effet une fois révélé de cette étape. Et l'idée dans ce tour, c'était un peu ambitieux. C'était d'une part de faire sauter cette route de stock qui m'embêtait, parce que ça ajoute 2 au total de menaces des cartes défaussées quand un joueur résout un test de dissimulation. Sachant que ici il y a aussi marqué test de dissimulation plus un pour chaque allié que le joueur contrôle. Donc peut-être j'en avais 3, je sais plus trop. Voilà, mais ambitieux, je voulais d'une part faire sauter le lieu
et d'autre part, buter ce cavalier noir. Donc, pour réaliser cet objectif, je mets du monde. Alors, je ne sais plus trop comment c'était stuffé, pardon, tout ça. C'est-à-dire, pour pouvoir... l'objectif, c'était 4 et 3, 7. Peut-être j'avais 11 de menaces. 11 en tout. Donc, disons que j'avais 3 alliés. Je ne sais plus trop. Voilà. Donc, je retourne. Donc, j'ai mis comme c'était, j'ai réordonné. Hein. Là, il n'y a aucun hasard. Et je me retrouve avec un cavalier noir. Donc là, mon problème de faire sauter le lieu, c'est plus trop le cas. Parce que je me retrouve avec un test de dissimulation 2. Au passage, je vous redis un truc. Mon idée pour faire sauter le cavalier noir, c'était de l'engager, de le bloquer ici avec Bill le poney. Alors comme j'engage et que j'avais l'effet de réponse, c'est-à-dire que je pouvais le redresser, et avec ces deux-là, je le tapais. Et là, je piochais même une carte. D'accord ? Donc je pouvais faire ça. Et là, donc, test de dissimulation 2 à faire. Alors, qu'on revienne juste sur un petit truc. J'avais dans ma main un Gandalf furtif. Simplement, pour le test de dissimulation, si on regarde un peu la règle, dissimulation X, c'est un nouveau mot-clé de scénario. Le joueur qui révèle une carte rencontre ayant ce mot-clé doit effectuer un test de dissimulation. Si la carte rencontre est aussi assortie d'un effet une fois révélé ou forcé, le test de dissimulation doit être résolu avant le reste de la carte. D'accord ? Ce qui fait que j'ai absolument aucune fenêtre d'action quand ça arrive. Et donc, je peux pas mettre 4 de plus pour mon test de dissimulation avec mon Gandalf furtif. Donc là, bien sûr, je suis obligé de mettre... je sais plus comment c'était, mais j'avais vu ça, j'avais plus 2 dans mon test de dissimulation, pardon. Avec ça, j'avais 3 alliés, donc j'étais déjà à 5. Et je ne sais plus comment je m'ai débrouillé, j'avais réussi à mettre peut-être 5. Donc je retourne, peu importe ce qu'il y avait. Vous voyez, j'ai échoué mon test de dissimulation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Tous les effets, une fois, ça je vais le pousser, tous les effets qui se déclenchent, les forcés qui se déclenchent après qu'un test de dissimulation a été raté, se déclenchent. C'est-à-dire le premier, ça, avez-vous vu Saké qui était attaché à Pipin. Et ce qui fait que je défausse le héros attaché. Super. J'ai ces deux-là avec l'effet forcé ici. Quand chaque ennemi Nazgûl qui n'est pas engagé avec vous, engage le joueur. Voilà, je me retrouve comme ça. Et là, il y a l'effet forcé. C'est-à-dire que les deux vont m'attaquer. Donc, waouh. Les deux vont m'attaquer. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Déjà, j'ai monsieur sous colline. J'en ai un, jusqu'à la fin du tour, il ne m'attaque pas. Et ça, c'est défaussé. Ça va dans la pile de victoire. Ok, donc celui-là ne m'attaque pas. Ensuite, avant qu'il m'attaque, je pense que j'ai quand même une fenêtre d'action. Donc je pouvais jouer, je suppose que j'avais une ressource. Je pouvais jouer ça et le bloquer ici. Donc ça c'est bon. Mais je suis encore en phase de ressources. En phase de quête, oui. Donc celui-là, il remonte dans ma main après. Et je me retrouve avec ça. Ça c'est parti. Et je me retrouve avec une phase de combat où j'ai ça à défendre. J'avais donc Bill le poney. Bill le poney qui a pu en tanker une. Voilà, donc il est mort. Voilà. Et l'autre, il s'est fait défoncer. C'est-à-dire qu'en un tour, avec un test de dissimulation, je me suis fait dézinguer 2 héros. Alors, peut-être, pour revenir là-dessus, peut-être que j'étais un peu trop ambitieux et que j'aurais vraiment dû prévoir ce test de dissimulation, sachant que j'avais ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire peut-être ? Déjà, être moins ambitieux
pour pouvoir le passer. Ou alors, peut-être que j'aurais pu décider de mettre personne et vraiment de savoir que j'allais échouer le test de dissimulation. Sinon, j'avais une autre solution, c'était de pas, pardon, de jouer plutôt ce Frodon Saké, qui est pas mal, parce que donc ne pas mettre dans la quête en étant moins ambitieux sur la quête, parce que je pouvais faire son effet. On dit que j'avais une ressource là, que j'inclinais ça, je dépense la ressource, pardon, et j'incline ça. Et pour ensuite, cette attaque n'inflige aucun dégât. C'est-à-dire que si j'avais fait comme ça, en étant un peu moins ambitieux avec ce Frodon Saké, eh bien j'aurais pu, avec Monsieur Soukoline, il y en a un qui m'embête pas du tout du tour. Voilà celui-là. Celui-là, j'incline Frodon Saké. Celui-là, il m'embête pas du tout du tour. De la phase de quête. Et en phase de combat, j'aurais peut-être pu mettre mon Gandalf furtif pour le bloquer. Voilà, j'aurais pas tué, mais au moins j'aurais survécu un tour de plus. Donc, je trouve que, comme je vous l'ai dit en introduction, ce scénario des 3 premiers de cette campagne, c'est le plus dur de tous parce que il y a vraiment, avec ces tests de dissimulation, quelque chose d'impondérable qu'il faut vraiment essayer de gérer pour pouvoir passer et donc y aller un peu prudemment. Donc voilà. Je pense que j'en ferai de ce premier scénario parce qu'il est vraiment... je pense qu'on apprend vraiment à jouer avec ce scénario. Ok, donc quoi faire? Conclusion de tout ça. À la fin de ce scénario, il fallait choisir, dans le cadre de la campagne, entre ça d'une part et ça d'autre part. Alors, retard de Gandalf, carte de moins, mais vu que c'est au début, on a vraiment besoin d'avoir toutes les opportunités possibles de passer les premiers tours. Donc, j'ai décidé de mettre ça dans le deck de rencontre. Et ici, pareil, Monsieur Soukoline, il est disponible tout de suite, et Gildor Glorion, eh ben, il va enlever un peu de la dureté du deck de rencontre, mais c'est un peu aléatoire. Donc, je préfère avoir un truc tout de suite plutôt qu'un truc bien plus tard. Voilà, ce qui fait que l'énergie, j'ai Monsieur Soukoline qui est arrivé avec le premier scénario. Ah voilà, l'ombre du passé, quand on fait l'effet ici. Et de l'autre côté, j'ai l'anneau les attire. Voilà, juste pour dire, vous voyez, j'ai fait 5 parties, j'en ai gagné 2 et perdu 3. Je pense que je ferai d'autres parties pour plus tard, hein, pour essayer de m'améliorer sur ce scénario. Voilà pour le premier, on passe au deuxième. On parle de ce deuxième scénario de campagne, un poignard dans le noir. Donc, ce scénario, j'en ai fait une partie et bon, j'ai réussi à gagner. Il est assez technique, mais il est beaucoup plus prévisible, je trouve, que l'ombre du passé. Parce que, et puis, bon, j'y arrive à peu près, parce que je crois que j'ai un deck adapté avec mon deck Full Hobbits. Alors, rapidement, donc il faut passer le poney fringant pour quoi? Il faut l'avoir exploré pour pouvoir passer l'étape 1. Donc, ce que vous faites, voilà. Donc, c'est un saisissant raccourci de ce qu'il faut faire, hein. L'étape 2, elle est passée quand vous avez exploré l'eau cousin. Et là, alors, spoil, pour ceux qui n'ont jamais fait le scénario, faites-le une première fois à l'aveugle avant de regarder quoi que ce soit ici, c'est plus rigolo. Voilà, donc vous le savez que l'étape 3B, vous mettez tous les... dans la zone de cheminement, tous les Nazgûl qui se trouvent aussi bien dans la pile de défausse et dans le deck de rencontre. Donc vous voyez, ça peut commencer à peu importe ça s'il explore ou pas, si ça a une importance, mais c'est pas ce que je veux dire là.
Voilà. Et donc, vous le savez aussi, il faut au maximum éviter. Il y a aussi le roi sorcier qui vient forcément. Donc, il y a forcément au moins ces trois-là. Et il y a tous ceux que vous avez mis. Alors, moi, la partie que j'ai gagnée là, ici, j'en avais mis un seul. Je trouvais que c'était déjà beaucoup. Parce que j'avais eu cette carte attention indésirable où vous devez soit retirer deux héros que vous contrôlez de la quête, soit mélanger le deck de rencontre un esprit servant hors jeu. Et je sais plus si je crois que je sais plus si j'avais physiquement pas deux héros à pouvoir retirer de la quête. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous êtes obligé de prendre l'autre option. Ou alors si j'avais décidé quand même de prendre le risque de mettre un esprit servant, sachant que j'allais l'avoir à l'étape 3. Mais je me suis dit, peut-être je vais gérer, je ne me rappelle plus. Enfin, c'est jamais très bon de mettre des esprits servants parce qu'ils se rajoutent là. Voilà. Et donc, là où je disais que avec ce deck, ça passe à peu près parce que quand vous avez... Alors, faut prendre son temps aussi. Hein. Je crois que la menace augmente. Quand vous avez Merrick qui est bien stuffé avec deux, deux dagues, il attaque à 8. Quand vous avez, par exemple, des pierres elfiques, je vous refais pas tout, hein, tout le descriptif du deck, il y a des feintes, tout ça, qui permettent de poser votre Béorn, ça peut être très bien. Voilà, des choses comme ça. Donc il est adapté. Mais je voudrais ici discuter, encore une fois, je me suis, avant de filmer, j'ai relu Vision of the Palantir, c'est la gestion de Bill Fougeron qui m'intéresse. En fait, vous avez trois solutions. Ce qui est important aussi, c'est que, vous voyez, les esprits servants, ils sont à 35. Trois solutions. Vous laissez, avant d'arriver à l'étape 3, vous êtes par exemple à l'étape 2, vous laissez monter la menace pour que celui-là il puisse être engageable et vous lui cassez la gueule. Ok, c'est une première solution. Alors celle-là, je ne l'adopte jamais parce que tout simplement, j'ai dans mon deck Pipin et comme j'ai 4 hobbits, le coût d'engagement au combat de chaque ennemi en jeu augmente de 1 pour chaque héros hobbit que vous contrôlez. Donc il est à 42. Comprenez, arriver à 42 avec tout ça de menaces qui débarquent, quoi, au moins ça, qui débarque derrière, c'est vite fait de perdre la menace. Donc ça, je ne fais jamais. Deuxième solution, c'est de le buter dans la zone de cheminement. Alors ce deck, il a qu'une seule solution, c'est le Gandalf furtif, et il faut lui donner 2 coups. Donc Bill Fougeron, 2 coups de Gandalf en attaque furtif ou en direct, c'est quand même cher payé. Mais bon, faut ce qu'il faut parce qu'il est très embêtant vu, vous connaissez son effet forcé qui augmente la menace. Ok. Donc, première solution, vous le tuez avant l'étape 2. Deuxième solution, plutôt j'ai dit dans l'autre sens, mais vous laissez augmenter votre menace jusqu'à 42 pour qu'il vous engage. Et troisième solution, vous avez fait ni l'un ni l'autre. Et quand vous avez ça ici, eh bien, vous le laissez là. Et un par un, vous prenez, alors suivant la tactique adoptée, vous prenez ça en premier ou ça en premier, peut-être ça. Et celui-là, hop, vous le dézinguez. Celui-là, hop, vous le dézinguez. Et après, vous avez gagné la partie et vous n'avez pas besoin de défausser de Bill Fougeron. Voilà, donc en gros, c'est les trois solutions que vous avez, suivant votre deck. Moi, je privilégie plutôt le Gandalf furtif. Et quand les Gandalf et les attaques furtives ne sortent pas, eh bien, j'essaie de le gérer comme ça. Mais je ne vous cache pas que c'est un peu plus chaud parce que on est vers entre 30 et 40 menaces, donc ça peut monter. Voilà, sinon, au niveau de la campagne, ici, il vous propose à la fin, révélation, chaque joueur, en commençant par le premier joueur, peut choisir l'une des cartes avantages suivantes.
Et moi, forcément, comme je suis tout seul, j'ai le choix et je prends noble héros. Ce qui fait que ceci explique la présence de noble héros que j'attache à Sam dans cette campagne. Parce que l'intérêt de Sam, quand il a ça, c'est qu'il part en quête, donc déjà à 4, c'est pas mal. Ok. Et si vous engagez un ennemi supérieur, bah, il se redresse, et ce qui fait que vous l'avez de nouveau, avec 2 d'attaque ou 2 de défense, et puis soit vous le protégez, soit le. Voilà quoi. Le deck full hobbits. Voilà pour la deuxième partie, le reminder, la remise en tête du scénario 2. Quelques mots sur ce troisième scénario qui me plaît beaucoup. J'ai fait aussi une partie que j'ai gagnée. Mais en fait, je l'aime aussi pour son côté fleuve. Franchement, j'étais dans l'histoire. Je crois que c'est ça l'intérêt de cette campagne basée sur les livres. C'est qu'on a des images dans la tête et ça aide au fleuve. Voilà, donc avec les particularités de ce deck de fardeau, vous faites votre partie. 15 points de vie pour le porteur de l'anneau, qui commence à Monsieur sous colline, l'anneau, et il a une méchante blessure. Donc vous choisissez lequel des deux vous voulez. Peut-être que de plus en plus, je me dis que ce Frodon-là est mieux que celui-là. Je sais pas, quel est votre avis? Voilà, donc je vais pas faire d'analyse ici pour ce que ça vaut, hein, d'analyse technique de ce scénario. Simplement, comme je vous dis, un scénario qui m'a bien plu pour son côté, pour son histoire. Et puis, donc, vous passez le dernier pont et vous arrivez. Alors, je suppose que ça, vous l'avez eu aussi. Et puis, vous avez encore le roi sorcier. Et puis, peut-être, il y a des cavaliers acharnés qui sont là aussi pour vous embêter. Tout plein de choses comme ça. Mais franchement, je sais pas vous. Mais quand la partie se passe bien, moi je finis avec 6 ou 5 points de vie parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous empêchent de gagner le scénario. Qui vous mettent des blessures. Sachant que faut vraiment bien quêter dans ce scénario parce que cette étape 2B peut avoir jusqu'à 30 s'il y a des 30 points de quête à mettre si vous avez des Nazgûl en jeu. Voilà, donc ce scénario m'a beaucoup plu au niveau de l'histoire. Pour résumer, je vais faire le résumé en marchant. Allez, salut quoi, tout de suite. Je reviens sur un petit point. Pour passer le dernier pont, vous avez trajet, le premier joueur doit révéler la première carte du deck de fardeau pour voyager vers ce lieu. Donc, comme ici, vous devez forcément avoir ça dans la pile de victoire pour passer cette étape. Vous avez forcément fait cet effet de trajet. Et à moins que vous ayez switché un lieu actif pour un lieu de la zone de cheminement, mais j'ai rien de comme ça dans mon deck. Ce qui fait que j'ai été obligé de mettre dans mon journal de campagne une carte ici. Et pour moi, ça a été Transit Peur qui sera donc mélangé au deck de rencontre pour le suite de la campagne. Voilà, c'était la petite note en plus.